Bonjour à tous, je suis le docteur Laetitia Jancola, postdoctorante à l'Université Concordia dans le Biomedical Imaging for Healthy Aging Laboratory. Je vais me faire un plaisir de vous présenter mes travaux sur les changements de la perfusion au stade préclinique de la maladie d'Alzheimer. Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec l'hôpital Pitié-Salpêtrière, l'Institut du cerveau et l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Nous allons commencer par une introduction sur la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer a été identifiée pour la première fois en 1907 par le docteur Alois Alzheimer. Vous avez sur la droite sa patiente, Auguste Deter, qui est le premier cas décrit de la maladie d'Alzheimer. La prévalence de cette maladie est très importante. C'est la maladie neurodégénérative la plus courante. Elle est la cause de 60 à 70% des cas de démence. Elle concerne plus de 50 millions de personnes dans le monde et touche 23% des personnes âgées de plus de 80 ans, sachant que le risque augmente avec l'âge. La maladie d'Alzheimer se caractérise principalement par des problèmes cognitifs qui vont se dégrader au cours du temps, parmi lesquels on retrouve en premier la perte de mémoire, d'abord épisodique puis sémantique. On constate également des difficultés de langage, comme un rétrécissement du vocabulaire ou des substitutions de mots. Un autre symptôme courant est la désorientation, qu'elle soit spatiale ou temporelle. Également le déclin des fonctions cognitives un peu plus tard, comme la résolution de problèmes, la pensée abstraite et la planification. On constate aussi par la suite des changements psychiatriques et comportementaux, tels qu'une désinhibition, une apathie, une dépression ou une irritabilité, ainsi que des difficultés au niveau de la coordination des mouvements. Pour finir, jusqu'à une incapacité complète à réaliser les tâches les plus simples. La maladie d'Alzheimer se caractérise par des dépôts anormaux de protéines. C'est une protéopathie. Il y a deux protéines mises en jeu dans cette maladie, les protéines amyloïdes qui vont former des plaques entre les neurones et la protéine tau qui va former des agrégats à l'intérieur des neurones. On peut voir dans le schéma de droite que ça commence avec l'accumulation de protéines amyloïdes anormales, puis c'est suivi de l'accumulation des protéines tau anormales, pour ensuite conduire à une dégénérescence de la structure cérébrale, ce qui va entraîner une perte de mémoire et de la cognition, et globalement après de toutes les fonctions. Mais ce qui reste peu compris, ce sont les causes initiales et les mécanismes sous-jacents à la propagation de la maladie. D'un point de vue structurel, la maladie se caractérise par une atrophie qui va commencer par une réduction du volume de l'hippocampe et se propager à différentes régions, entraînant une réduction également de l'épaisseur corticale. Les connexions anatomiques et fonctionnelles vont également être perturbées. On sait aussi qu'il y a des perturbations du point de vue du métabolisme, notamment caractérisées par un hypométabolisme qu'on peut mettre en évidence avec une PET-FDG, qui caractérise la consommation du glucose. Cet hypométabolisme commence généralement dans les régions qui composent le default mode network et se propage progressivement à d'autres régions. Passons maintenant à la perfusion cérébrale. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la perfusion cérébrale? C'est l'apport sanguin délivré au cerveau. Cette perfusion peut être mise en évidence par différentes techniques de neuroimagerie comme l'ASL, la PET, la NIRS ou TCD. Dans la maladie d'Alzheimer, on observe au global une hypoperfusion de la matière grise et plus légèrement de la matière blanche. Les patterns régionaux d'hypoperfusion correspondent généralement à ceux qu'on observe également en PET-FDG et en SPECT, donc commencent par le Default Mode Network. Quelques études ont également mis en évidence une diminution du couplage neurovasculaire chez des souris. Donc le couplage neurovasculaire, c'est les changements de perfusion qui sont liés à une tâche. On parle aussi d'activation de perfusion. Par contre, ce qui se passe au stade pré-Alzheimer fait beaucoup moins consensus.
Certaines études montrent qu'il n'y a pas de changement du flux sanguin chez des patients amyloïdes positifs comparés à des patients amyloïdes négatifs. D'autres montrent qu'il y a en moyenne une réduction du débit sanguin chez des jeunes adultes porteurs d'une mutation favorisant Alzheimer. Enfin, d'autres études ont mis en évidence des hyperperfusions régionales chez des participants atteints de cette même mutation. Les résultats concernant le stade préclinique de la maladie d'Alzheimer par rapport à la perfusion sont donc assez contradictoires. De plus, certains aspects n'ont pas encore été étudiés, comme l'activation de perfusion à ce stade et également les relations avec les autres modalités de neuroimagerie. Le but de notre étude a donc été de mieux comprendre ce qui se passe au stade préclinique de la maladie d'Alzheimer par rapport à la perfusion cérébrale. Pour cela, plus de 300 sujets avec des troubles subjectifs de la mémoire, mais des scores cognitifs normaux, ont été inclus dans ce protocole et suivis pendant 6 ans à la Pitié-Salpêtrière. Tous les ans, ils effectuaient une série d'examens de neuroimagerie ou des examens sanguins, et notamment une séquence d'IRM qui s'appelle la PICASSEL. Et c'est cette séquence qu'on va étudier car elle permet justement de mesurer la perfusion cérébrale. Alors, qu'est-ce que l'ASL? L'ASL est une modalité d'imagerie fondée sur des acquisitions de type T2 étoile, durant laquelle une image sur deux acquise a été précédée d'une inversion du champ magnétique au niveau du cou. C'est ce qu'on appelle le labeling. Donc en fait, pour cette acquisition, le champ magnétique est émis au niveau du cou, ce qui va inverser les spins des protons du sang. Et ensuite, quelques secondes après, ou entre 1 et 2 secondes après, une acquisition de type T2 étoile est effectuée au niveau du cerveau. Donc ça nous donne une image qu'on appelle labellisée. Et cette image va être comparée avec une acquisition qui va être, elle, effectuée sans inversion préalable de spin. Donc une image sur deux est labellisée et une image sur deux est dite contrôle. Maintenant, si on soustrait l'image contrôle à l'image labellisée, la seule différence provient de l'inversion des spins des protons, donc donne une information sur le débit sanguin qui est arrivé au cerveau. Et si on moyenne toutes ces différences, on obtient ce qu'on appelle une perfusion weighted image. L'ASL a plusieurs avantages par rapport aux autres modalités d'imagerie pour mesurer la perfusion. Tout d'abord, elle permet une mesure directe et absolue de la perfusion, contrairement à la PET et aux autres modalités qui peuvent fournir seulement une mesure indirecte. En plus, les IRM sont plus répandus et moins chers que les PET. La durée d'acquisition est relativement courte, de l'ordre de quelques minutes, et l'ASL ne nécessite pas l'injection d'un agent de contraste. Elle est actuellement utilisée beaucoup en clinique, notamment dans le cadre de suspicion d'accident vasculaire cérébral. Durant notre séquence ASL, les participants ont une tâche visuelle qui consiste en un clignotement d'un damier qui alterne avec un écran noir, et ce pendant 12 minutes. On a analysé pour cette séquence 255 sujets. Parmi ces sujets, 185 n'ont pas de dépôt amyloïde et 70 ont des dépôts amyloïdes d'après le SUVR d'une PET amyloïde. Le tableau clinique nous montre notamment qu'il y a une légère différence d'âge avec des sujets amyloïdes positifs qui sont légèrement plus âgés de manière significative, et également on observe une différence du niveau d'éducation globalement entre les hommes et les femmes. C'est également significatif. C'est pourquoi dans la suite de nos analyses, on va considérer à chaque fois l'âge et l'éducation comme variables de nuisance. La première analyse que nous avons effectuée a consisté à modéliser l'influence de la perfusion sur le signal observé au niveau de chaque voxel. Nous avons commencé par une série de pré-traitements tels que une correction des mouvements via des transformations de type rigid body, un filtrage temporel passe-haut, un lissage spatial, une correction des slice timing pour prendre en compte les différents moments auxquels les slices sont acquises. Et nous avons également effectué des recalages de l'ASL vers l'AT1 individuel, ainsi que des recalages non linéaires
de la T1 vers l'espace standard MNI. Pour finir par des contrôles qualité permettant de s'assurer que la quantité de mouvement pendant la séquence n'était pas trop élevée et que les extractions de cerveau et les recalages s'étaient passés correctement. Ensuite, nous avons utilisé un modèle linéaire général pour prédire les signaux temporels des voxels en fonction de plusieurs régresseurs. Parmi ces régresseurs, 3 sont principalement importants. Le premier, ici, qui consiste en une alternance de 0 et de 1 et qui va contenir l'information de la perfusion en baseline. Un autre régresseur qui va être directement lié au design de la tâche et qui va donc contenir l'effet Bold. Et enfin, un troisième régresseur qui va être l'interaction des deux premiers et donc va contenir l'information de l'activation de perfusion, donc de à quel point la perfusion augmente pendant la tâche. Ensuite à ça, nous avons ajouté 6 régresseurs de mouvement. L'analyse de haut niveau a consisté en une analyse de covariance sur les estimateurs des paramètres avec comme variable indépendante le statut amyloïde, le sexe et l'interaction amyloïde-sexe, ainsi que l'âge et le niveau d'éducation. Nous avons ensuite corrigé toutes les statistiques pour prendre en compte la multiplicité des tests. Voici la carte de Z statistique qu'on obtient par rapport à l'effet amyloïde sur la perfusion en baseline. Les zones en bleu correspondent aux zones pour lesquelles la perfusion des amyloïdes positifs est significativement inférieure à celle des amyloïdes négatifs, avec une p-value corrigée inférieure à 0,05. On constate qu'elle se situe principalement dans le default mode network, dont le précuneus, le cingulate postérieur, le gyrus angulaire, le gyrus supramarginal et le frontal médial supérieur. On constate également cette hypoperfusion dans le lobe occipital, principalement latéral, et dans le lobe temporal inférieur et moyen, en particulier dans le gyrus temporo-occipital et les divisions postérieures. Enfin, nous observons également des régions d'hypoperfusion chez les amyloïdes positifs, dans le frontal supérieur et moyen. En rouge apparaît ici, au niveau de l'hippocampe, une hyperperfusion cette fois-ci dans le groupe des amyloïdes positifs comparé aux amyloïdes négatifs. Mais cette hyperperfusion ne résiste pas à la correction cluster. Pourtant, elle mérite quand même d'être mentionnée car la p-value dans l'ensemble de ces voxels est inférieure à 0,001, ce qui est quand même très faible. Voici maintenant les endroits où l'interaction amyloïde-sexe est significative. Globalement, on observe que les effets sont plus prononcés chez les hommes, c'est-à-dire dans les endroits où il y avait de l'hypoperfusion, c'est généralement plus hypoperfusé chez les hommes, et dans les endroits avec de l'hyperperfusion comme l'hippocampe, c'est plus prononcé également chez les hommes. Voici maintenant les cartes de Z statistiques qui correspondent à l'activation de perfusion. Donc on observe pour les femmes et pour les hommes, et à la fois pour les amyloïdes positifs et les amyloïdes négatifs, une augmentation de la perfusion due à la tâche. Et cette augmentation, on l'observe dans le cortex visuel, ce qui est cohérent avec la nature visuelle de la tâche. Maintenant, voici la carte montrant l'effet amyloïde. Donc, les endroits où cette augmentation de perfusion n'a pas la même intensité chez les amyloïdes positifs que chez les amyloïdes négatifs. On observe dans l'intracalcarine, le lingual et le fusiforme gauche une augmentation de cette activation de perfusion chez les amyloïdes positifs. Donc dans l'intracalcarine, pour résumer, on a un état au repos en ce qui concerne la perfusion. Cette perfusion augmente pendant la tâche visuelle et cette perfusion augmente encore plus pendant la tâche visuelle chez les amyloïdes positifs. Voici comment nous pouvons résumer ces résultats. Ici, on a les comportements en baseline et ici, pendant la tâche visuelle, avec en orange le niveau de perfusion chez les amyloïdes positifs et en vert chez les amyloïdes négatifs. Donc, dans le default mode network et certaines régions comme le temporal gauche et le frontal moyen et supérieur,
on a une hypoperfusion chez les amyloïdes positifs. Et ça reste de même pendant la tâche visuelle. Maintenant, dans la partie occipitale inférieure, on observe également une hypoperfusion chez les amyloïdes positifs, mais par contre, pour les deux groupes, la perfusion augmente avec la tâche. Maintenant, ce qui concerne l'hippocampus et le gyrus para-hippocampique, on observe cette fois-ci une hyperperfusion en baseline chez les amyloïdes positifs. Hyperperfusion qui disparaît avec la tâche. Enfin, pour la région intracalcarine et fusiforme gauche occipitale, il n'y a pas de différence significative en baseline. Par contre, les deux augmentent pendant la tâche, ce qui est normal car ils appartiennent au cortex occipital, et les amyloïdes positifs augmentent significativement plus que les amyloïdes négatifs, ce qui peut se traduire par une augmentation du couplage neurovasculaire. Et tout ceci est en moyenne plus prononcé chez les hommes. La deuxième analyse que nous avons faite a consisté en un calcul quantitatif du flux sanguin. Pour cela, nous avons également effectué les pré-traitements et post-traitements standards et l'analyse principale réside dans le calcul de la perfusion weighted image, donc la différence entre les labels et les contrôles. Ensuite, suivi d'un modèle d'inversion cinétique, on peut voir ici, qui permet d'exprimer le flux sanguin en fonction de la perfusion weighted image et d'un certain nombre de paramètres magnétiques. On divise également cette valeur par une image de calibration de type densité de protons. Nous avons choisi 15 régions d'intérêt d'après l'analyse précédente comme étant discriminantes entre amyloïdes positifs et amyloïdes négatifs et nous avons calculé ce CBF, donc ce flux sanguin, dans ces 15 régions. Le flux sanguin calculé dans l'ensemble de ces 15 régions a ensuite été inclus dans un modèle d'analyse de covariance multivariée et a permis de confirmer un effet dû à l'amyloïdose significatif. Nous avons ensuite voulu voir si la perfusion dans l'ensemble de ces 15 régions permettait, en plus de pouvoir discriminer les amyloïdes positifs des amyloïdes négatifs, de prédire le déclin cognitif sur 4 ans. Pour cela, nous avons gardé les participants ayant une diminution des scores MMSE 4 ans après leur première visite. Le score MMSE étant un score standard pour évaluer l'intégrité de la cognition. Donc, nous avons cherché à prédire le déclin de ce score MMSE à l'aide des perfusions régionales dans les 15 ROI, ainsi qu'à l'aide du sexe, de l'âge et du niveau d'éducation. Nous avons utilisé un modèle de régression linéaire multiple de type stepwise en utilisant les rangs des perfusions pour s'affranchir d'éventuels outliers. Le modèle final, qui permet au mieux de prédire le déclin cognitif, est composé du frontal médian supérieur gauche et du temporo-occipital gauche. Il permet de prédire le déclin cognitif avec un R carré de 0,17 et une p-value largement significative. Cette prédiction est principalement portée par le frontal médian supérieur gauche, qui a une corrélation partielle de type Spearman significative avec le déclin cognitif, en ayant ajusté la corrélation par le sexe, l'âge et le niveau d'éducation. Pour conclure, nous avons mis en évidence les caractéristiques de perfusion chez les amyloïdes positifs avec des troubles subjectifs de la mémoire, mais avec un score cognitif normal. Cette population pouvant être considérée comme au stade préclinique de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce que nous avons observé en baseline, c'est une hypoperfusion dans la majorité du default mode network, dans le réseau visuel également, ainsi que dans une partie du frontal, et une hyperperfusion dans l'hippocampe et le gyrus para-hippocampique. Ensuite, l'effet de la tâche a été d'augmenter cette perfusion dans le lobe occipital, comme pour les amyloïdes négatifs, mais cette activation de perfusion était supérieure dans la partie médiale moyenne et inférieure, ce qui traduit une augmentation du couplage neurovasculaire. Nous avons aussi mis en évidence le fait que ces modifications de perfusion étaient dépendantes du sexe, avec des effets globalement plus importants chez les hommes.
Enfin, nous avons montré que nous pouvions prédire le déclin cognitif sur 4 ans à partir principalement de la région frontale médiale supérieure gauche, dont l'hypoperfusion est fortement corrélée au déclin cognitif. Nous allons finir avec les perspectives. Il nous reste maintenant à comprendre la signification de ces modifications de perfusion dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ce sont par exemple des causes ou des conséquences d'autres phénomènes relatifs à la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer? Nous allons également corréler ces résultats avec d'autres modalités, comme la PET-FDG et aussi la PET-amyloïde voxel à voxel, et également étudier l'évolution de la perfusion sur plusieurs années. Enfin, nous utiliserons les analyses de perfusion pour améliorer la détection précoce de la maladie d'Alzheimer en combinant par exemple l'ASL et la PET pour prédire le score cognitif présent et futur. Je tiens à remercier particulièrement mes collègues de la Pitié-Salpêtrière ainsi que mes collègues de l'Université Concordia et également les entités qui ont financé cette étude, dont l'ANR, la Fondation Recherche Alzheimer, le Crédit Agricole d'Île-de-France Mécénat, NSERC Discovery Grant et NSERC CRC. Merci à tous pour votre attention.